Voici mon témoignage. Chaque nuit, dès que je ferme les yeux, dès que je m'endors, je me transporte au XXe siècle, dans un lieu, en Belgique, en France ou au Luxembourg, où l'on se bat encore. Je suis un simple témoin de ces événements, et chaque nuit, une nouvelle histoire se déroule sous mes yeux. Ces voyages dans le temps, avec ces hommes et ces femmes au cœur des conflits, m'ont appris beaucoup sur leurs épreuves et leur courage. Ma voix vous guidera tout au long de ce podcast vers les images et les messages reçus au cours de ces nuits étranges et mouvementées. Le froid me saisit immédiatement. Un léger vent couplé à une fine pluie cingle ma peau déjà rougie. J'entends des commandements en allemand et des chars en mouvement. Mes yeux s'ouvrent. Je suis sur une petite route de campagne, au milieu du brouillard, entourée de soldats allemands qui s'avancent à grands pas. C'est une unité SS, ils sont plusieurs milliers. Un officier hurle des ordres. Un véhicule léger, une Kubelwagen, s'arrête à sa hauteur. Sa carrosserie est ouverte, malgré le froid. J'en profite pour monter dans le véhicule et je tends l'oreille. C'est le jeune colonel Joachim Peiper qui est à mes côtés. Il est blond, la coupe parfaitement brossée. Sa colonne respecte le plan de bataille. Elle avance particulièrement vite au cœur des Ardennes belges. Nous sommes le 18 décembre 1944 et Peiper et ses hommes s'apprêtent à traverser la Lienne. Il y a 2 jours, l'armée allemande a lancé une immense contre-offensive contre les Alliés. La colonne a été envoyée en avant du reste des troupes pour traverser la Meuse au plus vite. Peiper est confiant, les cheveux au vent, il fonce. Les Américains ne lui opposent pas une résistance farouche pour l'instant. Il compte bien atteindre la Meuse dès le lendemain soir. Je remonte avec lui l'impressionnante colonne qui s'étire depuis le village de Cheneux. La route est étroite et boueuse. Les soldats s'écartent à notre passage. Au loin, à travers le brouillard, nous devinons une rivière qui serpente. Un pont la traverse. La route y va tout droit. Les premiers SS y sont presque. Une boule de feu s'élève de la rivière. À l'endroit où le pont se situait quelques instants auparavant, il n'y a plus rien. À mes côtés, le colonel Peiper fulmine. C'est un coup de génie américain, il est foudrage. Sa colonne doit faire demi-tour et trouver un autre chemin. Son chef opérateur radio va transmettre la nouvelle au moment où une autre information nous parvient. Son arrière-garde s'est fait attaquer par une division d'infanterie américaine. La ville de Stavelot a été bombardée et des combats ont lieu avec les Américains, qui ont repris la rive nord et le pont de la ville. La nuit va tomber, demain sera un autre jour. Je suis encore aux côtés du colonel Peiper. J'aurais préféré l'abandonner, mais je ne choisis pas mes destinations. Il est toujours dans sa Kubelwagen. Des soldats allemands l'acclament. Il entre triomphalement dans le village de Stoumont, qui a été pris ce matin par ses hommes. Il domine la vallée de l'Amblève et les forêts alentours. Aujourd'hui, on ne peut pas contempler le paysage. Le brouillard est encore plus épais que la veille. Des dizaines de prisonniers américains sont encerclés au milieu d'un carrefour. Capturés ce matin, ils sont lassés de cette guerre qui n'en finit plus. Le colonel salue ses hommes, puis il se tourne vers moi et me regarde. Je suis tétanisée. Peiper s'adresse en réalité à l'officier qui s'occupe des prisonniers, situé juste derrière moi. Le sous-entendu qu'il donne à l'officier me glace pourtant le sang. Peiper ne veut pas que les prisonniers les ralentissent. L'officier a compris son message, il demande à ses hommes d'amener les Américains derrière une bâtisse de la rue. Je n'ose pas bouger, je ne veux pas voir ça. Je sens pourtant qu'il le faut. Je décide de marcher jusqu'au lieu où les prisonniers se trouvent. Les Américains sont regroupés contre la façade du bâtiment. Et d'un coup,
Sans raison apparente, les soldats SS ouvrent le feu sur les GIs. Les corps s'effondrent. Je ferme les yeux. Lorsque je les rouvre, des soldats se sont approchés des prisonniers, pistolets à la main. Tous les Américains ne sont pas morts. Plusieurs agonisent. Une balle dans la tête. D'autres ont faim la mort pour pouvoir l'éviter. Leur respiration les trahit. Je ne peux plus supporter d'être ici. Je cours pour fuir cette horreur. Sur le carrefour du village, Paper est indifférent au drame auquel il vient d'assister comme si c'était ordinaire. Il discute avec ses chefs de bataillon. La colonne doit agir vite et frapper fort pour atteindre la vallée de la Meuse. Pour cela, il faut déjà approvisionner les chars et les véhicules légers. Le problème est qu'à quelques kilomètres de là, le nord de Stavelot et son pont sont toujours aux mains des Américains. La tentative de reconquête du matin a été un échec. Ces troupes ont été bombardées par l'artillerie américaine et ont été contraintes de faire demi-tour. Le ravitaillement ne peut plus arriver. Paper charge Knittel, le chef du bataillon de reconnaissance de ces SS, de détruire l'artillerie sur les hauteurs de Stavelot pour pouvoir reprendre le pont et la rive nord. Knittel ne perd pas de temps. Il réunit ses hommes et se met en ordre de marche. Je prends place dans leur rang. Cela fait 2h30 que je marche avec la patrouille de Knittel. C'est le milieu de l'après-midi. Nous atteignons des petits villages au-dessus de Stavelot. Certaines maisons sont complètement détruites. Les villages ont subi les bombardements allemands, puis alliés, depuis la veille. Ils ont payé un lourd tribut humain. Au milieu du brouillard, toujours aussi intense, Knittel cherche l'artillerie américaine. Aucune trace d'un quelconque soldat. Il envoie ses hommes fouiller les 3 maisons du croisement. J'attends avec le reste de la compagnie. Les soldats reviennent, il n'y a personne. Les habitants n'ont vu aucun Américain récemment. Knittel n'est pas satisfait. Il est profondément contrarié. Il demande aux SS d'amener les villageois. Ils repartent dans les habitations. Des hommes, des femmes et des enfants en ressortent avec eux. Knittel a le regard méchant. Il les interroge dans un français approximatif. Un homme de plus de 80 ans lui confirme qu'il n'y a personne. Knittel prend son fusil et lui assène un violent coup de crosse à la tempe. Un terrible craquement d'os retentit. Le vieillard s'effondre, inconscient. Le sang coule dans la boue. Il ne se relèvera pas. Un homme d'une 40aine d'années se révolte aussitôt. Il court vers l'officier. Sans s'affoler, Knittel l'abat d'une balle dans la tête, froidement. 2 adolescents d'une 15aine d'années, un garçon et une fille, tentent alors de s'enfuir, mais sont abattus par les soldats. Un 3e, à peine plus vieux, est rattrapé avant de pouvoir courir. Il se débat avec toute son énergie, mais 2 SS le maintiennent fermement. Ils lui attachent les mains dans le dos, le mettent à genoux et l'exécutent à son tour, d'une balle dans la nuque. Je tremble de tout mon corps. Je suis dans un cauchemar. Les autres habitants sont massacrés. Il y a 2 garçons de moins de 10 ans, 4 femmes et 3 hommes. Les SS reprennent leur route. Je laisse les cadavres abandonnés au sol et les rejoins. Mon calvaire se prolonge. Nous sommes toujours sur les hauteurs de Stavelot. Un petit hameau se dresse devant nous. Des artilleurs américains nous ont vus et nous bombardent en un instant. Nous sortons de leur champ de vision au plus vite. Dans les fermes environnantes, les habitants sont sortis pour éviter de se trouver sous les décombres. Les SS les prennent en joue aussitôt. Je ne peux plus regarder un nouveau massacre. Je ferme les yeux. Pas de fusillade. Les Allemands n'ont pas tiré. Ils mènent le groupe vers le hangar d'une ferme à côté. Les villageois ont ordre d'y entrer les uns après les autres. Une femme tente de parlementer en allemand. Elle ne veut pas rentrer. Un SS lui tire dessus avec son revolver. Elle s'affaisse, sans vie, dans la boue. La trentaine d'autres prisonniers ne résistent pas plus et pénètrent la remise. Ils sont tous là,
comme pour une photo de famille, debout, hagard, sans voix face à ce qui se trame. Les SS placent une mitrailleuse à l'entrée, ils la chargent. Pourquoi ? Les habitants crient, protestent, pleurent. Feu. Je tombe à genoux, les larmes brouillent ma vue. Les SS achèvent les victimes de la même manière qu'avec les soldats américains, puis ils mettent le feu au hangar. Je regarde ces flammes de l'enfer, je m'avance au travers, je veux qu'elles me consument, je ne veux plus être là. Je voulais rejoindre ma chambre. Je me retrouve sur le front des Ardennes luxembourgeoises. Depuis le 16 décembre, la résistance de la 28e infanterie américaine a retardé de 3 jours précieux la prise de Bastogne. La ville de Wils est encerclée le 19 décembre. Clairvaux, Constum tombent. Le mot d'ordre est de retraiter. Dans la nuit et le brouillard, les Américains tentent de partir et d'évacuer les blessés de la ville de Bastogne. Arrivé au croisement de Schumannsek, une embuscade allemande est dressée. Certains soldats vont atteindre Bastogne où j'atterris enfin. Je reconnais la ville où j'ai rencontré Augusta Chivy. Nous sommes le 23 décembre au matin. La neige a recouvert la ville, le ciel est pourtant tout bleu. Je suis avec un groupe de GIs à l'une des entrées de la ville. Mes mains sont gelées. Celles de mes nouveaux compagnons d'armes aussi. Les conditions sont terribles pour se battre. À cela s'ajoute la faim. Et surtout le manque de munitions. Mon unité est presque à sec. 2 charges d'obus, 2 chargeurs de fusil et une bande de cartouches de mitrailleuse. Cela fait 2 jours que ce bout de la 101e division aéroportée s'est replié vers Bastogne après des combats acharnés en périphérie de la ville. Depuis, Bastogne est assiégée. Le général chargé de la défense de la ville a refusé de se rendre hier. La situation est pourtant de plus en plus critique pour les militaires et les civils pris au piège. Un tournant de plus pour mon mauvais rêve. En face de nous, les Allemands ne se montrent pas. Au-dessus, par contre, j'entends des bruits d'avions. Ils volent bas. Je cherche un abri dans les décombres de la ville. Mes compagnons se protègent comme ils le peuvent. Ils foncent sur la ville. Je les reconnais maintenant, ce sont les Alliés. Des milliers de points blancs et colorés tombent tout à coup du ciel, lentement. Ce sont des parachutes. Ils contiennent des vivres, des médicaments et des munitions. Nous pourrons tenir 1 jour de plus, au moins, en attendant du renfort. Je reviens enfin dans ma chambre, exténuée et hantée pour toujours par ces effroyables aventures, mais avec la certitude de revenir rapidement pour voir Bastogne libérée. Cette histoire vous a touché ? Alors il est temps de vous rendre sur le territoire de Land of Memory pour vous imprégner de cette aventure sur les lieux mêmes de son déroulement. L'itinéraire, la bataille des Ardennes et le siège de Bastogne est à découvrir sur le site web landofmemory.eu pour visiter notamment le Luxembourg American Cemetery, le musée de la bataille des Ardennes à La Roche ou encore le December 44 Museum.